aliénation parentale, jalousie et mensonge. C'est des gros mots. C'est des gros mots pour commencer une vidéo. Mais vous comprenez que moi, je suis en train de vous expliquer à travers mes vidéos la problématique de violence familiale que moi je nomme ainsi. Donc, on pourrait dire dans le jargon, des gens qui ont des capacités, on pourrait dire intellectuelles, là, qui réussissent bien à l'école, qui réussissent assez bien. Il ne faut pas oublier que moi, je viens d'un milieu, je vous expliquais la famille Couillard, la famille Boulay, et la famille Couillard, moi, ma mère, avant de se marier, était une enseignante. Donc, ma mère, elle vient d'un milieu d'enseignants. Les gens de sa famille sont scolarisés et la majorité sont des enseignants. Donc, moi, je viens de toute une lignée, on pourrait dire, de gens qui sont des enseignants, des enseignants. Et donc, les gens qui appartiennent à cette lignée-là, ben eux, ils ont ce qu'on appelle un haut potentiel intellectuel. Effectivement, ils ont des habiletés qui se démarquent parfois des autres, et c'est des habiletés intellectuelles. Hein? Mon père, lui, il n'est pas scolarisé. Il a un autre profil cognitif. C'est ça que je vous expliquais. Il a un profil de surdoué. Et lui, en fait, dans la littérature, il est nommé haut potentiel émotionnel. C'est sa caractéristique principale, sa grande sensibilité qui détermine une grande partie de son fonctionnement cognitif. Fait que vous voyez l'écart entre ces deux mondes-là. Les HPI, au potentiel intellectuel, les HPE, au potentiel émotionnel. Bon, faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est en 2026. Quand ma mère et mon père se sont rencontrés, qu'ils ont formé un couple, faut pas oublier que dans cette génération-là, les gens se fréquentaient quand même. Les gens se fréquentaient 2 ans avant de se marier. C'était la norme du moment. Et mes parents habitaient dans le même village et en plus, ils avaient déjà des liens de parenté. Mais vous comprenez que la vie, c'est autrement. La vie, c'est tout un apprentissage. Quand on forme un couple, on découvre la personne qu'on a choisie et qu'on croyait connaître. Et ils avaient, oui, des affinités, mon père et ma mère. On peut dire qu'ils avaient des affinités personnelles dans leur capacité, mais d'une certaine façon, ça a été difficile à cause de l'écart entre un haut potentiel intellectuel et un haut potentiel émotionnel, quelqu'un qui a une grande sensibilité. Et ma mère, comme elle venait d'un milieu qui ne s'est pas beaucoup développé au plan affectif, ben elle, au plan intellectuel, ça fonctionnait avec mon père, mais au plan affectif, c'est là que le problème s'est posé, compte tenu de son historique à elle. Je vous expliquais qu'il y a une hypothèse de traumatisme dans l'enfance qui a pu perturber ma mère dans son cheminement affectif. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais pour aujourd'hui continuer, je veux vous expliquer quand même que cet écart-là, ben, c'est d'actualité aujourd'hui, là. C'est d'actualité pour les jeunes qui vont former des couples. C'est de l'actualité, c'est des nouvelles connaissances. Sur mon site Internet d'ailleurs, je vous ai mis dans l'onglet des outils. Vous pouvez consulter des documents que moi j'ai utilisés dans ma pratique au collégial pour expliquer ces concepts-là à des jeunes. Parce que j'ai rencontré, moi, des jeunes qui étaient des hauts potentiels intellectuels et des hauts potentiels émotionnels que j'ai aidés dans ma pratique et que je suis contente d'avoir aidé et d'avoir ces connaissances-là. Parce que quand on est un jeune adulte, c'est pas facile de trouver des repères pour comprendre ces différences-là. Sur mon site Internet, vous allez voir que j'ai mis dans les onglets outils une information sur le respect. Ça a l'air bête, tout le monde, on pense qu'on sait qu'est-ce que c'est le respect. Mais le respect, en fait, je vais vous lire la définition qui est indiquée sur mon site, est respectueux, celui ou celle, il y a deux conditions, regardez bien ça, qui est capable de se reconnaître et de s'accepter dans son humanitude. Bon, OK, il
se reconnaît comme un humain, il reconnaît qu'il est un humain avec des forces et des faiblesses, donc des fragilités. Il n'y a personne de parfait. Donc, il reconnaît ça chez lui. Oh, l'autre étape, qui manifeste dans ses attitudes et ses comportements, regardez bien ça, accueil, considération et affection pour l'autre tel qu'il est. Voyez-vous comment c'est pas facile le respect? C'est difficile de respecter les autres, d'autant plus quand on perçoit qu'ils sont différents. Vous comprenez que ça a été extrêmement difficile, le couple de mes parents, à cause de cet écart et cette différence-là qui se situe principalement dans la sphère émotionnelle et affective. Donc, sur le site Internet, j'attire votre attention aussi sur un autre document. Et lui, c'est pas moi qui l'ai rédigé, je l'ai trouvé dans mes recherches. L'autre document est assez révélateur pour moi. Je vous expliquais le haut potentiel intellectuel qui a vraiment des habiletés de mémoire, de concentration, de logique, qui lui peut performer rapidement, comprendre facilement les concepts, se retrouve en face de quelqu'un qui a ces mêmes habiletés-là, mais qui, en plus, a ce qu'on pourrait dire beaucoup de radar émotionnel, des capacités de connexion émotionnelle, du charisme aussi. Je dois vous dire que mon père avait beaucoup de charisme. Donc, le charisme, c'est des habiletés relationnelles, c'est la connexion des liens affectifs, c'est l'amour qui émane. Donc, vous comprenez que ça, c'est extrêmement abstrait ou difficile à comprendre pour quelqu'un qui est un haut potentiel intellectuel et qui, en plus, à cause de traumatisme, n'a pas beaucoup cheminé dans son développement affectif. Parce que ce qui est important que je vous précise ici aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens dans notre société qui n'ont pas de haut potentiel. Ils ont, on pourrait dire, un QI, un quotient intellectuel normal, de base, mais qui sont très développés au plan affectif. Beaucoup plus que des gens qui ont des hauts potentiels intellectuels. Vous comprenez que le développement affectif, il y a beaucoup de gens dans la population qui ont ça, même s'ils n'avaient pas des bonnes notes à l'école, même s'ils ne scorent pas dans performer. Ils ont ça à l'intérieur d'eux, un développement affectif. Ils ont ça de par leur famille, ils ont ça de par leur génétique, leurs neurones, ils ont ça de par aussi l'enfance heureuse qu'ils ont eue, qui leur a permis de développer de faire les différentes étapes de développement pour arriver à un adulte mature. Donc, vous comprenez que le développement affectif, c'est un plus, et ce plus-là, ben, les gens peuvent l'avoir aux différents, on pourrait dire aux différents niveaux de quotient intellectuel qu'ils ont. On entend souvent d'ailleurs dire qu'il y a des personnes qui sont handicapées, ils ont des handicaps importants, des handicaps intellectuels, ils sont très affectueux. Fait que vous comprenez que ça, la capacité d'attachement, la capacité de développement émotionnel, c'est un autre registre que les fonctions de mémoire, de mémorisation, de concentration, de logique, qui fait appel surtout à l'hémisphère gauche du cerveau. Donc, regardez, quand moi j'ai consulté la littérature sur le sujet, parce que je dois vous dire ici, en partant dans cette vidéo, que moi j'ai hérité de la génétique de mon père. Donc, moi, je présente les caractéristiques
d'une personne surdouée comme mon père. D'ailleurs, dans mon enfance, ma mère me répétait continuellement et répétait à ses autres enfants devant moi, toi, tu es comme ton père. Imaginez-vous un instant. Là. Moi, je suis une petite fille, j'ai 5, 6 ans, 7 ans. Mais moi, je veux être comme qui, vous pensez? Je veux être comme ma mère, je suis une fille. Je suis une fille. Là, moi, je ne comprends pas qu'elle me dit, t'es comme ton père, mais je ne suis pas un garçon, je suis une fille. Et moi, une fille, mon modèle, je veux être comme ma mère. Voyez-vous comment il y a une complexité là? Là, moi, déjà comme enfant, là, je ne comprends pas pourquoi ma mère me rejette avec un tel étiquette. Donc, ça, ça a été vraiment le topo de l'enfance. Le topo de l'adolescence, je vous le dis rapidement avant d'aller aux définitions. Le topo de l'adolescence, ma mère, mon frère, mes sœurs, Angèle, tu es folle. Mais moi, là, je réussis bien à l'école. Moi, j'ai pas de problème. Là. Tout va bien, là. Mais dès que je me retrouve en contexte de milieu familial avec ma mère, mes soeurs, mes frères, puis qu'on fait des activités ensemble, tantôt je vais vous en reparler, je vais d'ailleurs faire des anecdotes là-dessus, bien là, moi, je ressors toujours avec la dénomination tu es folle. Ça veut dire, regardez là, ça veut dire qu'on a vu la définition du respect tantôt. Ben, accepter l'autre tel qu'il est. Là, ça fonctionne pas. Puis vous comprenez que moi, c'était pas un handicap physique, là. Moi, je me suis souvent posé la question. Si j'avais été une handicapée physique dans notre famille, est-ce que j'aurais été traitée de la même façon? Je ne sais pas. Mais cette différence-là, qui fait que moi, je réussissais très bien à l'école, je dois même vous dire que je réussissais tellement bien à l'école que ma mère s'est empêchée de féliciter ses autres enfants de leurs résultats scolaires pour ne pas qu'il y ait de comparaison avec moi. Elle ne parlait de rien, jamais, de nos résultats scolaires. Moi, c'est très récemment que j'ai fait venir mes bulletins de l'école Saint-Paul de Saint-Maurice de l'Échourie. J'ai fait venir mes bulletins du primaire jusqu'à la 7e année. Je voulais voir, j'ai dit, ben là, moi, je me rappelle pas comment ça allait à l'école. Je me rappelle que c'était facile. Mais je me rappelle pas, ben là, c'est ça. C'est que mes résultats sont très hauts. Mais j'ai des très bons résultats scolaires. Mais moi, à ce moment-là, vous comprenez que j'étais une enfant qui essayait de trouver des espaces de sécurité. Je les trouvais à l'école, puis ça me réchappait. Mon père aussi me surveillait. Mais quand je me retrouvais dans les espaces que mon père n'était pas là, c'était extrêmement difficile. Donc là, je vais vous dire, par exemple, en général, les gens qui ont un profil comme moi et mon père, ce que les autres autour, les hauts potentiels intellectuels ou d'autres personnes qui ne comprennent pas là, la différence de fonctionnement ou qui y voient un problème, ben, c'est quoi les reproches qu'ils font? Écoutez bien ça. Pour qui te prends-tu? Une personne qui a des habiletés, elle va dire par exemple, oh, j'aimerais ça faire une murale, par exemple, à l'église de Saint-Maurice. Là, il y a des gens qui vont dire, non, mais pour qui qu'elle se prend? Elle n'est pas capable de faire une murale, parce que la personne, elle n'est pas capable de faire une murale. Elle ne peut pas imaginer que moi, je pourrais être capable de faire ça. Pour qui tu te prends-tu? L'autre affaire, d'où viennent toutes ces idées? Moi, je ne vous cacherai pas qu'à l'école, j'étais une petite fille qui posait des questions quand même. Puis là, ben, les questions, les autres écoutaient ça. Puis moi, je me suis souvent fait dire à la maîtrise, Angèle, d'où tu prends toutes ces questions-là? Comprenez-vous? Il n'y avait pas pensé à ces questions-là, mais il était content que je les pose. Il y avait du fun à m'entendre poser toutes sortes de questions. Mais eux, ils étaient surpris. Mais d'où ils viennent ces questions-là? OK. Tu es toujours si intense. Bien là, ça, vous comprenez bien que vous en apercevez dans la vidéo.
que moi, quand même, j'ai une vibration émotionnelle. Mon père avait ça beaucoup. Et vous comprenez que ça, pour quelqu'un qui n'a pas ça, qui n'a pas cette énergie affective-là, ben c'est dérangeant. Pour cette personne-là, c'est vu comme négatif. Tu es trop intense. Ensuite, tu ne seras donc jamais satisfait. Ben, c'est parce que vous comprenez que quand on a des habiletés, on veut les exercer. Donc, on passe une étape, après ça, on essaie autre chose, puis on est curieux. Les hauts potentiels émotionnels sont curieux. On essaie beaucoup de choses. Donc, tu es tellement exigeant, exigeante. Ben oui, parce que nous, on a des habiletés et on veut faire les choses le mieux possible. Pourquoi compliques-tu toujours les choses? Moi, je me souviens, là, mes sœurs n'arrêtaient pas de me répéter: tu es trop compliqué. Tout le temps. Fait que moi, il a fallu là, que je fasse le ménage dans ça. Là. Mes sœurs n'arrêtaient pas de me dire: Angèle, t'es trop compliqué. Tout est toujours compliqué. Il est écrit, là. Moi, je le vois, là. Tu dramatises tout. Tu es trop sensible. Effectivement. Il y a une grande sensibilité. Donc, si mon chien meurt, par exemple, ce qui m'est arrivé quand j'étais au secondaire, c'était un drame parce que moi, je l'aimais beaucoup, mon chien. C'était mon meilleur ami. Il est mort. Fait qu'il y a un deuil à faire. Moi, là, je fais pas semblant, là. J'ai vu d'ailleurs sur mon bulletin que j'ai manqué plusieurs jours d'école suite au décès de mon chien. D'un chien qui était très proche de moi. Vous savez, moi, j'ai eu une connexion affective avec mon animal dans mon enfance. Un enfant qui est très sensible, qui a des animaux, il y a un lien affectueux très fort. Donc, ne pourrais-tu pas faire une seule chose à la fois? Bien là, ça vient avec les habiletés. Nous, on est capable de faire différentes choses à la fois. Notre cerveau fonctionne à plein régime. Lorsque tu as deux hémisphères qui fonctionnent avec beaucoup de neurones, ben oui, c'est sûr que tu vois plus d'affaires, c'est sûr que tu peux faire plus de choses en même temps. Tu t'inquiètes tout le temps. Ben ça, c'est la grande sensibilité. Ça, c'est le souci de l'autre. Ça, c'est demander à l'autre, est-ce que ça va, est-ce que ça te plaît, est-ce que... Ben, c'est tout ça. Tandis que le haut potentiel intellectuel, lui, ben, ça ne l'intéresse pas. Il ne posera même pas ces questions-là. Lui, c'est ses besoins à lui. Est-ce que toi, tu réponds à mes besoins? C'est tout. Voyez-vous l'écart, un grand écart. Tu ne pourrais pas ralentir un peu. C'est majeur. Parce que vous comprenez que le rythme de vie, le rythme de projet, le rythme de pensée, la rapidité de la pensée et tout, ben, c'est sûr que ça surprend beaucoup les gens, cet écart-là. Et je vous dirais que quand on étudie euh, les profils, ces profils-là de haut potentiel, la recherche nous dit que chez les garçons qui ont ce profil-là, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec des problèmes, qui se retrouvent chez le psychiatre, qui se retrouvent avec une difficulté de fonctionner en société. Sur, je crois, 10 personnes, 9 garçons, une fille. Pourquoi? C'est facile. Parce que le garçon, lui, il va s'affirmer. Il s'affirme, il mange des coups rapidement. Moi, par exemple, en ayant un profil comme ça, j'ai passé à travers l'école en faisant continuellement la niaiseuse. Non, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça m'a aidé. Puis en plus, moi, j'ai aidé dans mon parcours scolaire beaucoup des gens qui avaient plus de difficultés que moi. Fait que vous comprenez que pour une fille, faire la niaiseuse dans ma génération à moi, peut-être qu'aujourd'hui, ça passerait pas. Mais moi, ça m'a aidé. C'est ce qui fait que j'ai pu me rendre à des études de deuxième cycle. Mais je vous dirais, des profils comme moi aux études de deuxième cycle, il n'y en a pas. Des profils de garçons là, qui se rendent au deuxième cycle avec des profils haut potentiel émotionnel. Non, ils n'ont pas pu s'insérer dans les parcours académiques
tel qu'il se présente encore aujourd'hui. C'est ça, là. C'est ça la réalité. Donc, mon père, lui, il n'était pas scolarisé, mais il a un profil d'autodidacte. Le profil de mon père, c'est le profil typique des hauts potentiels émotionnels qui sont des entrepreneurs, des gens qui ont leur propre commerce. Ils sont leurs propres patrons. C'est ce profil-là. Comme ils ont beaucoup d'habileté, ben le fait d'être patron, ils peuvent aussi gérer leur entreprise au rythme qu'ils veulent. Donc, voyez-vous, il y a une différence homme-femme aussi dans ces deux profils-là. Et moi, je réalise que j'ai pu passer à travers le système académique et j'ai pu m'insérer dans le système professionnel par ces habiletés-là aussi à passer incognito. Puis, moi, dans le fond, il faut voir que j'ai fait une carrière dans les cégeps et comme enseignante et comme conseillère pédagogique, comme travailleuse sociale. Et je vous dirais que le milieu m'a assez bien accueilli. Mes congédiements viennent de ma famille, ne viennent pas de mes milieux de travail directement parce que je n'ai jamais eu de mauvais dossier d'employé. Comprenez-vous? Donc, c'est pour ça que, puis moi, je faisais énormément attention aussi pour que cet écart-là ne me nuise pas. Vous comprenez que aujourd'hui, je me retrouve à 64 ans et je me retrouve dans une situation où je gère un congédiement, un quatrième congédiement, mais qui origine de ma famille. Là, on est dans la rivalité. Là, on est dans l'aliénation parentale, la jalousie et le mensonge. Bon. Imaginez un instant. Moi, j'aimerais que vous réfléchissiez à ça. Là. Vous avez une mère, vous avez 6 enfants et un père qui est parti travailler. Et là, une mère, elle, qui parle continuellement en mal de son mari. Et là, ça se construit dans la petite enfance, très jeune. Imaginez là mon frère et mes sœurs. Comment c'est extrêmement difficile de déprogrammer cela. Et je ne suis pas certaine qu'à cause de leur profil qu'ils ont, ils sont allés chercher de l'aide psychologique, pour dire, j'aimerais ça comprendre mon enfance, comment ça s'est passé, j'aimerais ça voir. Non, c'est pas une démarche nécessaire pour eux parce ils ne se sont pas beaucoup développés au plan affectif. Fait que vous comprenez que eux, ils continuent à actualiser une dynamique familiale que ma mère a initiée avec les paramètres déterminés et qui ne s'est jamais arrêtée. Donc, pour mon frère et mes sœurs, c'est extrêmement sécurisant de continuer de me pourchasser. Parce que pour eux, c'est du connu. Dans l'enfance, dans notre famille, ils se sentaient valorisés par ma mère lorsqu'ils me mettaient en échec, lorsqu'ils riaient de moi, lorsqu'ils me traitaient en bouc émissaire. Comprenez-vous? Un des parents est bouc émissaire de ma mère. En fait, mon père vivait de l'aliénation parentale. Aujourd'hui, c'est très documenté, l'aliénation parentale, parce qu'il y a des gens qui se sont séparés beaucoup dans mon âge, ma génération, et c'est documenté beaucoup parce que c'est des gens qui ont des recours juridiques et on a documenté ça, l'aliénation parentale. Donc, moi, je suis issue d'une structure d'aliénation parentale qui est de la violence familiale et je suis en plus dans un profil qui crée une différence vraiment biologique, mais aussi au plan du développement affectif, avec mon frère et mes sœurs, qui ont été initiés très jeunes à survivre en s'actualisant dans une problématique de violence.
Je vais vous donner quand même quelques repères pour que vous compreniez de quoi ça a l'air. Je vais vous expliquer par exemple que moi, quand j'étais enfant, les gens du village vont s'en souvenir. Rappelez-vous qui était la petite fille qui allait toujours faire les commissions à bicyclette à l'épicerie? C'est moi. Aucun des autres enfants. Oui. Angèle, tu vas nous servir. Va faire les commissions. J'allais faire les commissions. Mais les gens du village peuvent constater qu'ils ne voyaient que moi faire des commissions à bicyclette à l'épicerie, mais on est quand même 6 enfants. Donc les gens du village le savent. L'autre aspect, il y a sûrement des gens dans le village, je suis certaine, qui ont vu ça. Il y a une petite fille qui est moi, qui se promène sur la plage en avant de la maison, à Lanse-à-Valo, entre le quai et la maison de M. Maurice Dupuis. Et cette petite fille-là, elle est seule sur la plage. Il n'y avait pas d'autre enfant seul sur la plage, là. Mais qu'est-ce qu'un enfant seul fait sur la plage? J'étais souvent sur la plage parce que pour moi, c'était un refuge. Vous comprenez que moi, là, me retrouver au centre de ma mère, mon frère et mes 4 sœurs, c'était effectivement dangereux, toujours au plan psychologique. Donc, il y a cet exemple-là. Il y a aussi l'exemple du conducteur d'autobus qui va peut-être écouter la vidéo et va peut-être s'en rappeler. Le conducteur d'autobus disait aux autres enfants, comment ça que vous n'êtes pas aussi tranquille et sage qu'Angèle? Moi, je me rappelle de l'entendre dire ça aux autres enfants. Ben, c'est parce que lui, là, il réalisait pas que moi, je sortais de la maison. J'avais peut-être fait rire de moi beaucoup avant de rentrer dans l'autobus. Et ensuite, je m'en allais à l'école. Puis là, quand je revenais de l'école, là, je me disais, ce soir, que va-t-il se passer? Fait que vous comprenez que le chauffeur d'autobus, il voyait une petite fille qui avait l'air très sage, mais c'est une petite fille qui réfléchissait beaucoup là, pour assurer sa sécurité. Fait que vous comprenez que ça, c'est des indices. Les gens peuvent pas dire non, je n'ai rien vu. Les gens du village ont certainement vu ça. Les gens du village ont certainement vu aussi que moi, dans le commerce de mes parents, qui était une petite hôtel, j'étais la femme de chambre. La femme de chambre. Elle travaille seule. Moi, je travaillais seule. Je faisais le ménage des chalets et des motels seule, pendant que mes sœurs étaient avec ma mère à la maison. Ils avaient fini de travailler, ça faisait longtemps. Et moi, je continuais à faire ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans la différence entre le haut potentiel intellectuel, le haut potentiel émotionnel, c'est que le haut potentiel intellectuel, il cherche constamment à rentabiliser ce qu'il fait. Ce que je fais va-tu servir? Est-ce que je peux utiliser quelqu'un pour me rendre service, faire à ma place? Et moi, je faisais, je faisais à leur place. Vous comprenez? Donc, ma petite enfance, j'étais utilisée rapidement. Et moi, en plus, je voyais bien que mon père répondait à tout. Il aurait été chercher la lune pour ma mère, elle n'aurait jamais été contente, mais mon père répondait à toutes les attentes. Là. Comprenez-vous? Donc, moi, dans ma petite enfance, c'était ça le contexte. L'autre aspect dont je veux vous parler, qui est, j'ai couvert pas mal les différents aspects que je voulais vous nommer. Un aspect important, c'est quand on était en réunion de famille et mon père était parti à la chasse ou à la pêche ou il était à l'extérieur et que là, ma mère sortait les jeux de société. Elle sortait les jeux de cartes, elle sortait les jeux de société. Vous comprenez, on était 6 avec elle. Là. On était 6 enfants, 6, et ma mère en plus, excusez, on était 7. Mais là, le fun qu'ils avaient, principal, c'était de me faire pleurer. Donc, eux, dans le fond, on se mettait à jouer aux cartes. C'était pas important, le jeu de cartes. C'était pas jouer aux cartes qui était important. C'était pas le fun de jouer aux cartes. Le fun, c'est d'arriver à un moment crucial où Angèle dirait, ça suffit, je ne joue plus. Parce que ma mère les incitait à tricher pour me faire fâcher. Fait que vous comprenez, voyez-vous un peu la dynamique. C'était extrêmement difficile. Aujourd'hui, je parle de ça, là, j'ai l'air au-dessus de mes affaires, mais c'était extrêmement difficile. C'est pour ça que l'école était d'un réconfort incroyable. Parce que eux,
ça les amusait de me faire de la peine. Ça les amusait de se mettre en groupe, me cibler comme bouc émissaire, et ils se défoulaient. Ils trouvaient ça drôle. Donc, les jeux de cartes, tous les jeux là, qui sont, même les jeux de société, le Monopoly, tous les jeux de société, c'était l'horreur pour moi. Parce qu'à un moment donné, moi, je voyais leur complicité. Et là, eux autres, ils déclenchaient une séquence. Ils ont été, moi, je vous dirais, formés, ils ont été initiés à déclencher une séquence de crise. Moi, je connais aussi cette séquence de crise-là parce que moi, je les voyais faire ensemble, complices. Ils déclenchaient, eux, une séquence de crise parce que eux, ça leur donnait une importance et surtout que ma mère valorisait ce type de démarche. Fait que eux, on rit, bon, là, on triche. Là, tant qu'Angèle s'en aperçoit pas, c'est pas grave, mais quand Angèle va s'en apercevoir, Angèle va dire, ben, il triche. Puis là, ben, les autres vont dire, non, on triche pas. Et puis là, c'est parti. Et là, eux, le sentiment de dominer, de me dominer, en groupe, était extrêmement valorisant pour eux. Fait que vous comprenez que moi, j'étais mal pris. Et à mon adolescence, en fait, j'ai mis la fin à toutes ces activités-là. Et je me suis mis à faire des activités individuelles. Je disais non, non, je vais aller faire du crochet. Je vais aller faire des travaux manuels. Oh non, j'ai des activités manuelles à faire. Ça me tente pas de jouer aux cartes. Ça me tente pas de faire des jeux de société. Non, non, non. Donc, moi, j'ai trouvé à mon adolescence un échappatoire qui a été de me mettre dans des jeux, des activités individuelles quand je devais être à la maison. Parce qu'à l'école, je pouvais faire des activités, jouer avec mes amis. Mais vous comprenez que moi, dans la sphère familiale, ben, c'était pas possible. Parce que c'était toujours le même scénario que ma mère activait et qui, eux autres, leur donnait quand même un sentiment de satisfaction, un sentiment de dire, regarde, on l'a eu, on a réussi à l'humilier, on a réussi à lui faire de la peine, regarde comment qu'elle est faite, regarde comment. Bon, c'est le scénario, c'est une problématique de violence qui est adressée à un enfant. Moi, dans le fond, on pourrait, on- je n'ai jamais été, oui, j'ai été vue d'une certaine façon comme handicapée parce que ma différence faisait qu'on disait, ben, toi, Angèle, t'es pas comme nous, tu sais, t'es folle. Le mot qui a été utilisé, c'est beaucoup, t'es folle. Et moi, je vous dirais que c'est pas pour rien que je me suis spécialisée en santé mentale. Moi, assez jeune adulte, je lisais sur les problématiques de santé mentale. Imaginez, là, vous vous faites dire continuellement, t'es folle, t'es folle. Moi, il a fallu que je comprenne qu'est-ce que c'est la folie, de quoi il parle et qu'est-ce que c'est un problème de santé mentale, un problème de maladie mentale. Parce que eux, pour eux, cette différence-là, OK, d'être une personne plus sensible, d'avoir plus d'habileté qu'eux, tout ça, pour eux, ils mettaient ça dans l'étiquette t'es folle. Et là, ben, c'est comme un aspect positif qui a fait que dans ma carrière de travailleuse sociale, ben, j'avais développé quand même une expertise de lecture et de connaissance de nombreuses années sur les problèmes de santé mentale. Et j'ai finalement découvert que je n'avais aucun problème de santé mentale parce que un des indicateurs d'un problème de santé mentale, c'est la personne a la difficulté à faire ses tâches, elle a de la difficulté à fonctionner. Elle ne fonctionne pas dans le système, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et moi, pour devenir travailleuse sociale aussi, je suis allée en thérapie. Je suis allée me solidifier parce qu'il a fallu faire un ménage de tout ça. C'est quand même une problématique de violence familiale qui a été très dure à vivre. Donc, je voulais vous donner des indices de ça et vous expliquer qu'en fait, c'est la difficulté de former un couple avec des personnes, mon père et ma mère, qui avaient un écart aussi grand
au plan de leur développement affectif. Moi, j'ai compris, vous comprenez que moi, une personne comme moi, elle fonctionne bien avec les personnes qui ont un développement affectif. Ils n'ont pas besoin d'avoir un QI très élevé. L'important, c'est l'amour, l'affection, les capacités relationnelles. Donc, vous comprenez que ça, moi, il a fallu que je démêle tout ça et il a fallu que moi, je me protège beaucoup. Mais je sais que ma famille, ma mère, mon frère et mes sœurs, encore aujourd'hui, si vous leur parlez, ils vont vous dire, ben, Angèle est folle. C'est sûr, pour eux. Parce qu'ils n'ont pas pu cheminer dans ça. Et c'est pour ça que eux, ils veulent me faire perdre ma maison. Pour eux, ça réactive la dynamique familiale de l'enfance de me mettre en échec. Et pour eux, si moi, ma maison était saisie, vendue, ou j'aurais des problèmes financiers, c'est une victoire incroyable. C'est les petits-enfants qui sont autour du jeu de cartes et puis qui réactivent la même problématique de violence familiale. Et ma mère, qui a 96 ans, n'est pas sortie de cette dynamique-là. Ma mère ne fera pas et n'a jamais fait le deuil de sa rupture avec mon père. Et ma mère, en plus, a trouvé énormément de valorisation à dominer mon père et tenter de dominer. C'est pour ça que mon père s'est retrouvé aussi rapidement en hôpital psychiatrique.